Bonsoir à tous, bienvenue dans ITEC sur ITV. Ce mardi soir, nous avons l'immense honneur de recevoir un Sénégalais, un jeune Sénégalais parti du Sénégal il y a bientôt 13 ans et qui travaille aujourd'hui dans le monde du recrutement. On parle d'ailleurs de chasseur de tête, non pas un coupeur, mais un chasseur de tête. Bonsoir Djibril Diaw. Bonsoir Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous passez nous voir au point E au moment où vous vous apprêtez à lancer une plateforme dédiée au recrutement en ligne. On parle bien sûr de recrutement avec de l'intelligence artificielle. Concrètement, comment ça va se faire? Parce que des plateformes spécialisées dans le recrutement où on dépose ses CV, elles sont nombreuses au Sénégal et ailleurs. Donc, on utilise, merci beaucoup Ousmane pour cette introduction. Je vous en prie. On utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le recrutement. Mais la plateforme que nous mettons aujourd'hui sur le marché, elle a ceci de spécial, c'est qu'elle permet d'aller au-delà des CV. Il ne suffit plus aujourd'hui de recruter via les CV, dans lesquels on peut identifier, trouver les compétences qu'on dit dures, donc les hard skills, mais d'aller au-delà de ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver, dès le premier contact, de mettre en relation une entreprise avec un candidat sur quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est-à-dire les valeurs communes. Donc nous, on fait cette mise en relation via ces compétences douces-là, en prenant en compte, bien évidemment, les compétences techniques qu'on appelle les hard skills. Mais tout cela semble un peu difficile, un peu compliqué. Comment est-ce que la machine va ressortir tout cela? Donc, quand une entreprise ou bien un candidat, un utilisateur tout simplement, utilise notre plateforme, pour le candidat, il est important que le candidat, dès les premiers contacts, qu'on puisse évaluer les compétences de ce candidat-là à travers sa personnalité. Donc, il passe des tests de motivation, des tests de personnalité. Pourquoi? Parce que les algorithmes derrière vont utiliser ces données-là pour lui trouver l'entreprise qui correspond à son profil. Donc, dès les premiers contacts, le candidat, il télécharge son CV, mais automatiquement, il passe des CV pour pouvoir évaluer ces compétences-là. Donc, c'est du recrutement via ces compétences-là, en prenant, comme je le rappelle, en prenant en compte les compétences techniques. Nous travaillons avec un partenaire Central Test qui nous permet de pouvoir élaborer ces tests-là. Le candidat, il ne peut pas tricher. Il peut tricher, mais on verra la contradiction entre son CV et puis à l'entretien, il ne faut pas l'oublier. Mais s'il est un bon tricheur, ça passe. Non, en entretien, on peut relever tout simplement des contradictions. Les tests que nous utilisons sont des tests étalonnés. Moi, j'ai un parcours en psychologie, donc je suis bien placé aussi pour savoir comment permettre, en fait, comment contourner à travers les questions que l'on pose, piéger. Quels sont les réflexes d'un tricheur? Les réflexes d'un tricheur, c'est de peut-être pas répondre de façon spontanée, de donner de fausses informations. Quand on veut mesurer, par exemple, sa capacité à gérer ses émotions, de pouvoir tricher, mais ça, on le relève aussi en entretien. Puisque si le candidat triche avec de bons résultats dans la gestion des émotions, en entretien, on verra que ce candidat, il n'est pas capable de gérer ses émotions, puisque l'entretien est source aussi de stress. Je veux voir un peu comment est-ce que vous décelez les fausses informations. Si je vous dis, moi, Ousmane Gueye, que j'ai une enfance villageoise, que j'étais excellent en football, que je suis passé par la Linguère de Saint-Louis, comment pour éprouver un peu ce que j'ai dit? Quand bien même ce candidat, il passe, on va dire, l'entretien, il y a quand même, quand il rentre dans l'entreprise, tout un traitement administratif de ses informations personnelles. Si la personne... Autrement dit, un candidat peut être remercié même après avoir été retenu sur la base de fausses informations? Non, mais un candidat, quand il ne donne de fausses informations, au moment où il rejoint l'entreprise, il doit communiquer, donner sa pièce d'identité, donner un certain nombre d'informations qui sont importantes pour l'entreprise pour l'embaucher. Si je vois des contradictions, je vais le relever tout de suite et certainement la procédure de sélection va s'estomper à ce moment-là, puisque je découvre à travers les informations qu'il me communique que les informations qu'il m'avait communiquées ne corroborent pas. Maintenant, concrètement, Djibril Diaw, comment est-ce qu'aujourd'hui, la plateforme que vous apprêtez à lancer à Dakar, comment elle va faire la différence avec les plateformes qui existent déjà? Donc nous, encore une fois, dans un premier temps, on a fait le choix d'utiliser la technologie. La technologie pour pouvoir faciliter le processus de sélection. La technologie pour pouvoir changer totalement la méthode, l'approche, la façon de rentrer en contact avec les candidats. Nous ne sommes pas une plateforme aujourd'hui qui fait la même chose que ce qui se fait sur le marché. Je rappelle tout simplement que ce qui se fait sur le marché, c'est un système. Toutes les plateformes, c'est l'outil traditionnel de recruteur, toutes les plateformes utilisent un système qu'on appelle ATS, le système Applicant Tracking System, qui permet tout simplement le suivi
le suivi de la candidature du début à la fin. Nous n'avons pas cette méthode-là. Nous permettons de rentrer en relation avec le candidat ou l'entreprise via ces soft skills-là. Nous retenons aussi, nous déterminons pour une entreprise qui s'inscrit, une entreprise qui se connecte à notre plateforme, nous lui faisons passer un test pour déterminer sa culture d'entreprise. Donc c'est sur la base de ces informations, la culture d'entreprise, ses valeurs et son offre, corrélées aux soft skills qu'il attend, puisque une des fonctionnalités de notre plateforme, c'est de permettre de pouvoir déterminer pour une offre donnée ce que j'attends sur la dimension personnalité et soft skills. Et ce sont ces informations que nous allons récupérer, que les algorithmes vont récupérer pour déterminer le taux de compatibilité. Donc ça, on ne l'observe pas sur ce marché. Donc notre plateforme est complémentaire à ce qui se fait sur le marché. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de processus, on peut toujours utiliser notre plateforme pour s'assurer, avant de rencontrer le candidat, pour s'assurer tout simplement qu'elle correspond à ce que nous attendons. Maintenant, l'entretien est totalement et important dans la mesure où il permet de vérifier toutes ces informations-là, de mener la discussion avec le candidat. Oui, je vais prolonger en quelque sorte ma question de tout à l'heure sur la fiabilité des informations, mais cette fois du côté de la plateforme, comment aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, donc avec les machines, comment arriver à vous assurer que le tri fait par la machine est le bon? La machine, il est paramétré. Il est paramétré sur la base de quoi? Sur la base des informations que le candidat a données. Aucune erreur possible, donc, vous le dire? Les erreurs sont toujours minimisées. C'est-à-dire, nous avons fait un choix dans le développement, c'est-à-dire de toujours, comme toutes les... Une marge d'erreur de combien d'ailleurs? Une marge d'erreur de 0,2, etc. Ce n'est pas quelque chose d'important, ce n'est pas quelque chose qui nous permette aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui empêche à ce qu'une bonne sélection se fasse à travers notre plateforme. L'objectif, ce n'est pas de dire qu'il n'y a... En fait, nous n'allons jamais dire qu'il n'y a jamais d'erreur dans le paramétrage. Ce sont des humains qui font ces codes-là. Mais encore une fois, c'est sur la base des informations que nous recevons. La machine, je vous rappelle juste que la machine, elle ne se trompe pas. Qui se trompe? C'est les informations que l'on rentre. Qui rentre les informations dans notre plateforme? C'est le candidat et c'est le recruteur. Donc nous, quand le candidat rentre de fausses informations ou bien quand il rentre des informations qui ne corroborent pas, nous, on a la possibilité via des notifications de rappeler au candidat de rentrer les bonnes informations. Nous, notre plateforme le permet. Pourquoi? Parce qu'il nous est important lors de la détermination, parce qu'une des modules de notre solution, c'est de pouvoir suggérer des offres ou des candidats sur la base, encore une fois, des informations qui sont données. Le candidat, il a la possibilité, il doit donner la bonne information. S'il ne donne pas la bonne information, il y a automatiquement une notification qui est paramétrée dans notre plateforme qui lui permet et qui le rappelle de pouvoir changer ou bien de pouvoir modifier ces informations. Encore une fois, notre souci, c'est de pouvoir détenir les bonnes informations pour faire la bonne suggestion d'offres, d'emploi qui correspond à son profil. C'est-à-dire son profil, c'est quoi? C'est son CV, ses compétences techniques, c'est sa personnalité et ce sont ses motivations. Votre regard aujourd'hui, Djibril Diaw, sur la façon dont les jeunes, les candidats à l'emploi qui peuvent ne pas être des jeunes, vous êtes d'accord? La façon dont ces candidats-là se vendent sur Internet, qu'est-ce qui cloche parfois? Est-ce qu'il y a des astuces qu'il faut mettre en avant quand on cherche de l'emploi sur LinkedIn comme sur d'autres plateformes? Pour moi, ce qui est important pour un candidat dans un marché comme le nôtre, quand on sait que le marché, le marché de l'emploi des jeunes est problématique, ça c'est une réalité, il est important pour le candidat de se différencier de ses autres concurrents, c'est-à-dire des autres candidats pour une offre donnée qui souhaitent que l'entreprise le recrute, postuler à une offre, pardonnez-moi. Il est important pour moi que le candidat se différencie. Ça, c'est très important lors d'un processus de sélection. Se différencier, il y a mille et une manières. Aujourd'hui, on observe par exemple des candidatures via une vidéo qu'on l'on envoie. On obtient une candidature en live. Des CV par vidéo. Des CV par vidéo, oui. De pouvoir décrire son profil, ses personnes. On trouve des originalités chez les candidats. Qui, par exemple, qui veut postuler pour être barman, qui va faire en fait son CV à la plage et qui révèle un certain nombre de choses. On voit tout. Et donc, cette originalité, il est important pour moi. Une mise en scène? Une mise en scène, tout dépend encore une fois. Je ne dirais pas une mise en scène forcément, mais une façon originale de se démarquer. Le CV, la candidature qui consiste aujourd'hui à envoyer un CV, ça se fait encore et on a encore besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore révolutionné pour aller. Mais je suis sûr et certain d'ici quelques années, ce billet postulé à travers ce billet va peut-être disparaître. Donc, ce mode de candidature qui consiste à envoyer la lettre de motivation et le CV, il va être révolu. Donc, pourquoi? Parce que le recruteur, il en reçoit des centaines
des centaines sur une offre donnée. Un recruteur peut recevoir jusqu'à 150 candidatures en une seule journée. Donc, c'est là où nous intervenons, c'est-à-dire dans le processus de sélection, que l'intelligence artificielle, tout ce que nous avons paramétré, les algorithmes puissent permettre de déterminer. Mais encore une fois, il est important que le candidat, quand il postule, de chercher l'originalité, c'est-à-dire ce qui le différencie des autres candidats sur le marché. Vous-même, vous avez travaillé, Djibril Diaw, pour un cabinet de recrutement en France, CEPAC Haïti. Vous êtes passé par la start-up sénégalaise InTouch, fondée par le polytechnicien Omar Cissé, sorti de l'école polytechnique de Dakar. Aujourd'hui, est-ce qu'à l'heure où ces technologies explosent sur Internet et ailleurs, est-ce que ça impacte carrément la fonction RH? Oui, bien évidemment. En fait, la technologie, elle touche tout le monde, pas que la fonction RH. Mais elle touche bien évidemment la fonction RH. Pour moi, les fonctions RH doivent aujourd'hui être acteurs de la digitalisation des processus, mais acteurs et moteurs en fait de la digitalisation de son entreprise. Alors faisons quoi? La fonction RH, si on la cantonne à une tâche administrative, elle n'aura pas de valeur ajoutée. Mais si on choisit un directeur des ressources humaines ou un responsable des ressources humaines avec des compétences qui lui permettent en fait d'aller au-delà de l'administration, c'est-à-dire de pouvoir accompagner concrètement à travers des projets, à travers la formation, à travers la mobilité, à travers la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, quelqu'un qui comprend en fait l'enjeu en fait d'accompagner son entreprise dans sa croissance, dans sa stratégie. Il est important aujourd'hui de se rappeler que les RH doivent aussi digitaliser leur processus. C'est-à-dire utiliser les technologies. Les technologies touchent les RH, touchent d'autres fonctions aujourd'hui. Mais on ne peut pas se passer aujourd'hui de la digitalisation. On ne peut pas se passer de l'innovation technologique. Autrement dit, il faut un réajustement donc à la racine, au niveau même formation des RH. Oui, bien évidemment. En fait. C'est important en fait, que le candidat, que les écoles qui proposent ce type de formation puissent former les futurs RH ou DRH sur des compétences, tout simplement, sur des compétences qui permettront de pouvoir s'adapter à leur environnement. Par conséquent, puissent elles-mêmes se digitaliser. Oui, bien évidemment. Elles vont nécessairement se digitaliser parce que la digitalisation, elle touche tout le monde. Pour rationaliser, pour fiabiliser, pour objectiver, on est obligé aujourd'hui de digitaliser certains processus, certaines procédures, par exemple. Mais il est important, effectivement, que dès la formation, que l'on puisse préparer. Moi, je me souviens, j'ai bénéficié d'une formation qui me permettait d'avoir en face de moi des acteurs RH qui nous préparaient en fait sur les fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que de la théorie, il y avait des cas pratiques que l'on voyait sur la gestion sociale des conflits, sur la formation, sur le recrutement, sur la mobilité interne, etc. C'était des modules. Tout ça nous permettait d'avoir en fait des éléments concrets à travers en fait l'expérience de véritables RH qui viennent dispenser en fait leur expérience et leur formation. Mais cela nous a préparé, cela nous a permis, cela m'a permis encore une fois de comprendre quel était mon rôle véritablement, de comprendre en fait que le rôle du RH, il est au-delà de l'administration où on veut le cantonner systématiquement. Mais est-ce que tout le monde le comprend comme ça au Sénégal? Vous êtes d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été le DRH de la FinTech InTouch. Après, vous êtes reparti en France. Est-ce que c'est parce que globalement, l'environnement sénégalais n'était pas prêt à accueillir, disons, cette révolution dans le monde également des RH? Non, il existe des RH dans des grandes structures au Sénégal, des RH qui ont compris ces enjeux. Il y a des exceptions, non. Dans les grands groupes aujourd'hui, on a quand même, dans les grands groupes ou dans les entreprises à taille moyenne, on a aujourd'hui des responsables RH qui sont bien formés, mais qui doivent impulser après en interne à travers leurs équipes. Non, j'ai eu la possibilité, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place. En tout cas, ce qui me permettait de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise à travers le recrutement, à travers, etc., beaucoup d'autres choses. Mais il est important, encore une fois, que le DRH comprenne que le DRH ou le responsable des ressources humaines, quel qu'il soit, comprenne qu'en fait, pour être crédible dans sa fonction, il va falloir qu'il apporte autre chose. Et ce autre chose-là, souvent, on l'a à travers la formation qu'on a reçue. Mais aussi, on l'a à travers notre curiosité. Mais on l'a aussi à travers la formation que l'on fait, s'auto-former constamment pour voir un peu l'évolution de cette fonction et ce qu'elle doit être aujourd'hui au XXIe siècle. Oui, bien évidemment, on rencontre encore des problèmes parce qu'au Sénégal, on a beaucoup trop cantonné les RH aux tâches administratives. Mais les RH sont au-delà de ça. Et je pense qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, il y a des RH ou des RH qui ont compris cela. Moi, je suis du monde de la presse pour beaucoup de titres, beaucoup de
beaucoup de journaux papier, comme on dit, parce qu'avant, on le sait très bien, on achetait un journal pour y voir des offres. Bon, moi, je pense juste que c'est un outil. Ça ne remplace pas, ça ne pourra pas remplacer. Mais bien évidemment, avec la digitalisation, avec la technologie, on observe en fait que certains métiers disparaissent. Mais la technologie aussi... Je parle des annonces contenues dans les journaux, oui, mais et qui sont maintenant de plus en plus sur Mais encore Internet. une fois, Ousmane, il ne faut pas oublier que notre monde, notre environnement a évolué. Notre environnement. Pourquoi aujourd'hui les quotidiens aussi ont une plateforme et rendent visibles leurs articles aussi sur la plateforme? Pourquoi? Parce que les gens sont très présents sur Internet. Donc il faut aussi aller les chercher et il faut aussi leur donner des produits adaptés. Il est plus facile aujourd'hui pour moi de lire plusieurs quotidiens en même temps que d'acheter 10 journaux en même temps. Parce que j'ai cette possibilité, cette technologie me permet. Donc, il est important de ne pas systématiquement opposer forcément ce changement, cette évolution à la réalité. On évolue dans notre environnement. On est obligé de constamment évoluer. Et pour toucher une population donnée, on voit de plus en plus, par exemple, les cadres que à qui nous proposons notre solution, qu'ils sont présents sur LinkedIn. Ils sont présents dans des outils. Donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Donc, si les gens aujourd'hui sont utilisent beaucoup sont présents dans les réseaux sociaux, il faut aller les chercher là-bas. Il faut aller les chercher. Y compris les présidents de la République, on voit qu'ils sont nombreux à y être. Macky Sall du Sénégal, Emmanuel Macron de chez vous en France. Ces cadres-là également, ces hauts cadres, si on peut les appeler comme ça, est-ce qu'ils sont un peu dans votre ligne de mire? Non, ils ne sont pas dans notre ligne de mire. Je ne crois pas que Monsieur le Président Macky Sall ou Emmanuel Macron... Non, je ne crois pas qu'ils le font pour se vendre, etc. Vous avez essayé? Non, je ne vais pas essayer. Je n'ai jamais essayé, encore une fois, de leur proposer. Mais pourquoi? Mais il faut parce essayer. Que, tout simplement, il faudrait avoir aussi une offre qui correspond à leur profil. Vous n'en avez pas? Non, nous n'en avons pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je pense que oui, pour répondre à cette question, ils sont dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent aussi communiquer sur leur communiqué. En tout cas, c'est pas notre... je ne dirais pas que ça, mais encore une fois, LinkedIn, les réseaux sociaux nous permettent de communiquer sur nos actions. Moi, nous-mêmes, Digitaline et toute autre structure utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur leurs actions. Et pourquoi le choix des cadres, justement? C'est vraiment une option que je n'ai pas comprise. J'ai réfléchi longuement avant de passer devant cette caméra, parce qu'on le sait surtout en Afrique, quand on parle de recrutement, on pense surtout à ces millions si on peut parler de millions, en tout cas à ces très nombreux jeunes qui sortent des écoles de formation, qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas malheureusement du travail. Moi, je m'attendais un peu à ce que votre plateforme cible ce public-là. Mais quand bien même il y a des plateformes qui sont uniquement dédiées à cette population ou à tout le monde, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut bien qu'il y ait des offres d'emploi qui permettent de pouvoir tout simplement donner à tous ces jeunes la possibilité de trouver un emploi. Ce n'est pas le cas. Nous avons choisi de réserver exclusivement notre plateforme aux cadres pour 2 raisons. Oui, mais c'est un petit marché, par rapport au gros marché. Pourquoi est-ce qu'entre 10 et 20, vous choisissez 10 au détriment de 20? Mais parce que tout simplement, aujourd'hui, ces cadres-là sont beaucoup plus mobiles. Ces cadres-là, ils ont des compétences dont les entreprises ont besoin. Ils sont beaucoup plus dynamiques. Le marché des cadres est beaucoup plus dynamique que tout autre marché. C'est la réalité. On l'observe partout. On l'observe en France. Vous avez des études? Oui. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Mais si, c'est le cas au Sénégal. Je vais vous donner un exemple de par mon expérience. Par mon expérience chez InTouch, où nous avons recruté beaucoup de cadres. Et sur le marché sénégalais, il y avait beaucoup de cadres. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accéder à ces profils-là parce que selon notre positionnement et selon notre volonté de se développer, on a besoin de compétences spécifiques. On a besoin de compétences spécifiques que les cadres ont. La dimension internationale, le fait qu'ils parlent anglais, etc., etc. Je ne dis pas qu'un profil qui sort d'école ne parle pas systématiquement anglais, mais l'expérience, le marché des cadres est beaucoup plus dynamique en Afrique que le marché des jeunes diplômés. C'est un choix, mais nous assumons ce choix. C'est un marché des cadres, il y a combien de milliards en termes de quoi? Je n'ai pas compris bien. Concernant le recrutement, les plateformes surtout en ligne, c'est un marché de combien de milliards? Aujourd'hui, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est estimé à entre 10 et 20 millions d'euros. Par rapport justement à vos choix, à vos options, je vois qu'en plus d'avoir ciblé les cadres, vous ciblez la diaspora africaine. Pourquoi ce choix? Il faut voir que de plus en plus des entreprises, qu'elles soient en Afrique ou des multinationales qui sont présentes en Afrique, ont besoin souvent, dans un souci d'aller vite, de recruter ces cadres de la diaspora ou bien même ces repatres-là. Qu'on appelle aussi repas. Parce que ce sont des profils qui ont une expérience souvent internationale, dont les entreprises ont aussi besoin. Ce sont des profils qui ont pu occuper des postes un peu partout. C'est des profils qui ont cette dimension-là que n'ont pas forcément les locaux.
Mais ça veut pas dire recrutement colorié. Mais non, c'est pas un recrutement colorié, c'est un choix. Si je suis une entreprise, un choix colorié. Non, c'est un fait. C'est pas un choix colorié. Je ne vous permettrai pas. Mais je ne crois pas, en tout cas personnellement, que c'est un choix colorié. Je crois en fait en fonction du besoin de l'entreprise et du poste à pourvoir. Des fois, on peut avoir besoin de certaines compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. Des fois, ça veut dire que vous ouvrez également d'autres options, donc? Oui, il y a la possibilité. Sur un poste de recruter d'autres qui ne soient pas des Africains? Non, c'est possible. On ne ferme pas la porte. L'essentiel, en tout cas... C'est ce que je voulais savoir. Oui, l'essentiel, en fait, c'est de donner la possibilité aux personnes, qu'ils soient africains ou pas, qui veulent travailler en Afrique, de pouvoir trouver une offre via notre plateforme. Et notre plateforme est tout simplement en complément de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Très rapidement, Djibril Diaw est notre invité ce soir sur ITV. Djibril Diaw est jeune Sénégalais, parti du Sénégal il y a 13 ans. Il est basé à Paris, il est de passage à Dakar et nous profitons de cette occasion pour le faire passer dans ITEC pour parler du marché du recrutement au Sénégal, en Afrique, ailleurs, dans la diaspora africaine surtout. C'est un marché que vous prisez. Aujourd'hui, et très rapidement, il nous reste, je l'ai dit, quelques minutes pour cette émission. Comment est-ce que vous trouvez l'offre d'emploi au Sénégal avec le regard un peu hexagonal que vous pouvez porter sur la problématique au Sénégal? Les offres d'emploi, encore une fois, il faut qu'il y ait des offres d'emploi. Il faut qu'il y ait des offres d'emploi en fait, qui puissent répondre à un besoin, aux besoins des entreprises. Il n'y a pas tellement de différence, hein, Ousmane. Il n'y a pas vraiment de différence. Les offres sont pareilles. On va dire les offres d'emploi sont, je sais pas, dans la forme ou le fond. Le fond peut être différent dans la mesure où les entreprises sont différentes. Mais dans la forme, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes procédés. Les outils, par exemple, digitaux qui existent sur le marché en Europe, c'est les mêmes que l'on retrouve aussi aujourd'hui ici. Après, il va nécessairement adapter en fonction de notre culture, de notre environnement. Donc ça, c'est important. Oui, mais souvent, ce qu'on voit, on le sait, c'est une réalité universelle. Souvent, le digital va plus vite que le droit, que la législation. Je faisais observer d'ailleurs au professeur Moussalo, coordinateur de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, cette semaine à Dakar à l'occasion du forum sur le Legal Tech, que c'est bien que l'Université virtuelle du Sénégal se mette à l'heure des Legal Tech, mais est-ce que derrière on réfléchit à des débouchés au marché du travail? Bien sûr, la problématique, c'est que la technologie va très vite, l'environnement. Donc moi, je comprends effectivement que la législation ne puisse point suivre. Pour moi, l'exemple patent, c'est l'exemple des fintech. Avec toute la législation, les législations vont avoir beaucoup de mal, les États ont eu beaucoup de mal, en tout cas à régulariser, à légiférer autour en fait, de cet environnement-là. Mais ça, c'est le propre de la technologie, elle va très vite. C'est un blocage en Afrique? Non, je ne pense pas que c'est un blocage, je crois que c'est une opportunité. C'est juste une opportunité, il faut maintenant que les États, etc., ça c'est pas de moi, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais il faut que les États fassent ce qui est nécessaire pour accompagner ces différentes structures. Mais c'est l'environnement technologique qui le veut. Ça va très très vite. À quand le retour définitif à Dakar? Bientôt, en fait, moi je suis déjà à Dakar depuis maintenant 4 ans, je ne vais pas dire de retour, puisque toutes mes activités aujourd'hui sont tournées sur l'Afrique. Les expériences que j'ai eues en Europe me permettent en tout cas de comprendre que voilà, il y a une nécessité pour moi personnelle en tout cas de retourner aux sources. Okay, de pouvoir contribuer en tout cas d'une certaine façon dans mon domaine à l'innovation, en apportant une solution qui est innovante. Mais moi je me souviendrai, j'ai eu ce désir depuis 4 ans après une lecture en fait des mémoires d'Abdou Diouf qui a créé en moi ce déclic-là, mon envie en tout cas de faire quelque chose dans mon pays. Et cette plateforme Digitaline me permet aujourd'hui, et mes activités de chasseur de tête ou de HR me permettent de le réaliser depuis maintenant 4 ans. C'est quoi le quotidien d'ailleurs d'un chasseur de tête? Ça fait peur c'est une expression, c'est dans notre jargon. Chasseur de tête, ce n'est rien d'autre en fait que d'essayer de trouver la perle rare, le mouton à 5 pattes pour une entreprise. Maintenant, il utilise des méthodes pour approcher ses candidats, il utilise des méthodes différentes. Il y a l'approche directe qui est communément partagée par beaucoup de recruteurs, qui consiste à contacter directement à travers les outils digitaux, à travers les réseaux sociaux, les candidats qu'on pense correspondent à ce que notre client souhaite. Donc après, il a beaucoup d'autres tâches de tri de CV, de sourcing, qui lui permettent de faire une présélection avant de présenter le candidat au client. Merci beaucoup, Djibril Diaw. Merci beaucoup, Ousmane. Djibril Diaw, jeune Sénégalais, Djibril Diaw, fondateur et CEO, comme on dit, directeur général de la plateforme Digitaline spécialisée dans le recrutement. Merci à vous.
très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de E-Tech dédié ce soir au recrutement à travers l'intelligence artificielle, nouvelle tendance aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.